Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, notre invité, c'est Steve. Salut Steve. Salut! Voudrais-tu nous dire, nous parler un petit peu de toi, dire qui tu es, d'où tu viens? Ben oui, actuellement, je suis agent de relations humaines, donc je suis intervenant. J'ai une formation en technique de travail social puis un baccalauréat en travail social. Donc, je suis intervenant depuis environ 4 ans à la direction de la protection de la jeunesse. Donc, j'ai un parcours à RTS, réception, traitement du signalement, puis à l'application des mesures. Puis sinon, d'où je viens, donc j'ai été placée à l'âge de mes 3 ans en famille d'accueil, puis jusqu'à mes 18 ans. Moi, je t'ai connue aussi par rapport au partenariat patient. Ça, je trouvais ça intéressant qu'il y a des travailleurs sociaux et des psychoéducateurs qui reçoivent cette formation-là parce que on va probablement l'aborder plus tard, là. Mais tu sais, quand on dit que le jeune est au cœur des décisions, il faudrait aussi que ce soit lui qui ait un mot à dire sur son plan d'intervention, sur les objectifs qui sont visés. Puis ces cours-là sur le partenariat patient, c'est en plein cette lacune-là. Ouais, je pense que c'est un cours super intéressant, la formation, mais c'est une formation qui, à mon sens, était déjà un peu dans les valeurs du travail social, puis qui était déjà un peu dans nos approches aussi cliniques en travail social. Donc, ça n'a pas été quelque chose de nouveau pour moi comme intervenant. Je ne pense pas non plus pour mes collègues parce que pour nous, c'était fondamental que la personne avec qui on intervient est toujours l'experte de sa situation. Puis c'est toujours à nous d'aller chercher, d'en fait, de recueillir un peu l'information auprès de la personne puisqu'elle est la première personne experte là, de sa situation. Mais tu as quel âge pour le faire? J'ai 28 ans. OK. Parce que moi, j'en ai 35. Puis je peux te jurer que même si j'ai dit que de retourner dans ma famille, c'était pas la solution, on m'a retourné dans ma famille pareil. Fait que je ne sais pas si c'est une question que j'ai été placée en région, dans le coin de la Naudière. Peut-être que les mentalités sont différentes à Montréal, c'est l'impression que j'ai, là. Mais les travailleurs sociaux, vieille école, là, eux autres, ils savent c'est quoi la bonne affaire, là. Il y en a encore, je te dirais. Ben, je pense en effet qu'il y a vraiment un choc générationnel au niveau des approches cliniques puis de la formation en travail social. Moi, la formation que j'ai eue en technique au Cégep du Vieux-Montréal puis à l'UDM, c'était vraiment très, très, très similaire. Puis ça s'inscrivait vraiment dans la même optique là, au niveau de l'intervention puis des finalités de l'intervention. Et c'est certain, par contre, qu'on forme des travailleurs sociaux qui sont des généralistes. Alors, ce n'est pas spécifique à des mandats de protection ou des interventions qui sont dites un peu en contexte d'autorité. Donc, c'est certain que dans une forme d'intervention, ce qu'on est en contexte d'autorité ou dans des mesures de protection, que ce soit avec des personnes, des jeunes vulnérables ou encore des personnes adultes vulnérables avec des problématiques de santé mentale, les finalités et les approches d'intervention sont différentes. Donc, c'est sûr que au niveau de la formation généraliste, on considère toujours que la personne qui est devant nous, c'est l'experte de sa propre situation, puis que c'est à elle de nous donner accès à son vécu, puis de fournir les moyens qu'elle considère les mieux pour mettre fin à une situation où on peut la supporter en facilitant des moyens ou des ressources qu'on va mettre à sa disposition. Mais c'est certain que ça change lorsqu'on est dans un contexte différent d'intervention. Puis, dans le fond, si on revient un peu sur ton histoire personnelle, c'était quoi la dynamique familiale chez toi avant que tu sois placé? Moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai été placé à 3 ans, là, donc les souvenirs sont assez flous, mais dans le fond, c'était lié avec de la violence. J'ai beaucoup d'alinéas de la loi, là, donc de la violence physique de la part de mon père, de la part de ma mère. Risque sérieux de négligence, mais négligence également. Donc, des problématiques de consommation au niveau de mon père. En ce qui concerne ma mère, dans le risque de négligence, on en avait toute la problématique de santé mentale et de déficience intellectuelle. Ensuite, on avait beaucoup de négligence sur le plan alimentaire, éducatif. Donc, sous-stimulation, j'étais laissé seul à moi-même pendant des jours. Puis, j'avais pas de surveillance, pas de présence d'adultes. Euh, donc, il y avait de la négligence au niveau de l'alimentation puis de l'ensemble des besoins de base. Puis, mon père était criminalisé. Donc, il y avait aussi des risques au niveau
des fréquentations, de mon intégrité physique. Ce qui a amené justement un signalement puis au fait que j'ai été placé. C'est sûr, à ce moment-là, la loi favorisait le retour à domicile avant 2005. Donc, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre des milieux, des familles d'accueil et mon domicile. Comment tu as eu connaissance de toutes ces informations-là? Qui te les a transmises? J'ai lu mes rapports. Ma famille, mes travailleurs sociaux aussi m'ont informé. Puis j'ai beaucoup de souvenirs aussi. Là. J'ai le souvenir là, de beaucoup d'interventions policières à domicile, de quitter avec la police. J'ai le souvenir d'une intervention tactique de la police également, là, parce que mon père était armé. C'est ça, il faut savoir que mon père m'a eu aussi après plusieurs années de prison à l'âge de 40 ans. Puis, il a été une bonne partie de sa vie en cavale. Puis, il était connu pour être armé avec des fusils. Là. Donc, ça a fait en sorte que c'était comme quand les polices se présentaient en groupe. Puis, c'était une grosse intervention. Je me rappelle, par exemple, vider les bières de mon père là, à l'âge de 4 ans là, dans le lavabo là, quand il n'était pas là parce que je savais qu'en état de consommation, on était violenté. Puis, j'ai un frère plus jeune aussi déficient durant une visite supervisée, là, à peu près, non supervisée à l'âge de 7 ans parce que je passais les fins de semaine là-bas. J'ai dû quitter puis aller appeler la police dans une cabine téléphonique là, parce qu'il avait mis un couteau à la gorge de mon frère. Donc, j'ai quand même des souvenirs assez traumatiques là, de mon parcours avec mon père. Puis je me rappelle aussi qu'à ce moment-là, pour moi, mon père, je l'aimais beaucoup puis je voulais y aller. C'était important. Je pétais des grosses crises avant et après les visites. Je me désorganisais tout le temps dans l'objectif de rester. J'étais violent avec les intervenants, avec les milieux d'hébergement. Je faisais tout pour rester chez mon père. Il fallait que la police vienne me chercher. Je me cachais en dessous du lit, je me débattais, je frappais, je lançais les choses. Je pouvais me promener moi-même avec des couteaux pour essayer de violenter les adultes autour de moi. Puis j'étais très, très, très parentier. Là. J'étais très autonome également puisque j'étais souvent laissé seul. Donc, je prenais soin de mon frère plus jeune. Je me levais, je nous nourrissais également. Donc, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça, mes premières années de vie. Ça a été quoi la première ressource que tu as faite? J'ai été dans une famille d'accueil à Joliette. Je suis resté là entre 3 et 5 ans en faisant plusieurs allers-retours chez mon père. Puis j'ai vraiment, je me rappelle, là, j'ai adoré cette famille d'accueil-là. Moi, ce que j'en souviens, je pense qu'eux se souviennent de peut-être toutes les crises. Mais moi, je me souviens que c'était une famille d'accueil que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai vraiment aimé. J'aimais les enfants là-bas, leurs enfants à eux qui étaient aussi majeurs, qui s'occupaient de moi. Mais tu sais, c'est ce que je me retiens entre 3 et 5 ans. Je me rappelle que quand j'ai été placé dans ma famille d'accueil jusqu'à un projet majeur, une nouvelle famille d'accueil, je suis même retourné les voir à quelques reprises parce que c'était pour moi des souvenirs positifs. J'ai dû quitter cette famille d'accueil-là étant donné qu'il y avait un risque pour ma sécurité d'être à proximité dans la même ville que mon père. Et mon père s'était déjà présenté et avait menacé physiquement la famille d'accueil en question. Donc, la famille d'accueil non plus ne se sentait plus en sécurité. Il faut savoir que les intervenants aussi ne se sentaient plus en sécurité de venir à mon domicile et se présentaient souvent en co-intervention avec la police, étant donné que mon père se présentait même dans les bureaux de la DPJ armé et en état d'intoxication. Il le faisait aussi au tribunal, imaginez-vous. J'ai été témoin de mon père qui a battu 5 policiers devant moi. Là. Donc, je pense que beaucoup des services aussi à Joliette, là, en protection de l'enfance, se sont adaptés au niveau de la sécurité en raison de mon père. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Tu sais, Non, toi, ça a eu des impacts sur toi aussi, comme tu le disais, là, ça a laissé des traumas. Puis, est-ce que tu as pu continuer d'avoir des relations aussi avec ta mère au travers de ça? Comment c'était avec ta mère? c'est ça, ma mère a finalement, à un moment donné, elle a été prise en charge, là, je dirais vers la fois que la police est venue me chercher vers 4 ans et demi, là, puis qu'ils m'ont déplacé en foyer de groupe à Lachenay là, pour ma sécurité et tout, puis que là, on allait demander là, un placement, je pense qu'un peu plus de 2 ans, là, ou que je me rappelle pas de quoi. Ma mère, elle a été placée immédiatement également. La police est intervenue auprès d'elle. C'est la curatelle qui l'a pris en charge. Puis elle a été placée dans une ressource d'hébergement en santé mentale.
Puis, elle a, depuis jusqu'à aujourd'hui, toujours placé dans une ressource. Elle a changé de ressource dernièrement, là, mais elle a toujours été dans une ressource. Et donc, la relation entre elle et mon père, on lui a mis fin. Là, les institutions lui ont mis fin. Mais pendant un moment, la DPJ et la curatelle favorisaient le maintien du lien. Et donc, pendant les visites non supervisées, les fins de semaine, ma mère venait avec nous durant la visite. Ils ont tenté ça quelques fois, là, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on se retrouvait dans les mêmes problématiques. Là. Donc, les visites qui étaient, on a tenté tellement, la DPJ a tellement tenté de choses là, au niveau des visites, là, sont allées vraiment trop loin, tout ce qu'on ne permettrait pas aujourd'hui. Là. Chaque fin de semaine, mes visites étaient en des milieux différents. Je suis allé en visite dans des logements à chaque fin de semaine qui étaient différents. J'avais allé en visite aussi des fois chez mes membres de la famille parce que mon père n'avait pas de domicile. Dans des chambres d'hôtel, dans des ressources communautaires. Des fois, parfois, mon père vivait dans une chambre, fait que dans une chambre. Ensuite, c'est dans des ressources aussi de désintoxication à l'alcool, à l'église. Écoute, c'était toujours des lieux différents. Fait qu'au niveau de l'instabilité là, que ça pouvait créer là, chez moi, là, puis au niveau de mon sentiment de sécurité, là, ça a vraiment eu beaucoup d'impact. Et ça, malheureusement, ça n'a jamais été la DPJ puis les intervenants qui m'ont préservé à ce niveau-là. Il a fallu qu'à un moment donné, moi-même, je mette fin à les visites puis que je dise c'est ça ma position. Mais la DPJ a toujours, puis mes intervenants ont toujours favorisé que j'aille à mes visites. Malgré la grande instabilité, puis le fait que j'étais laissé seul durant mes visites, que je subissais encore de la violence durant mes visites et de la négligence. C'est intéressant que tu dises que maintenant, on ne permettrait pas ça parce que tu me disais dernièrement que tu supervisais maintenant des visites. Toi, de ton expérience, de ton travail, voudrais-tu nous dire comment que ça se passe maintenant, les visites supervisées? Mais tu sais, les visites supervisées, c'est une mesure d'exception dans une loi d'exception. Quand on les met en place, c'est qu'on considère qu'il y a un risque pour l'intégrité physique de l'enfant d'être laissé seul avec le parent ou l'enfant ne se sent pas en sécurité avec son parent ou que les impacts d'une visite sans présence d'un intervenant sont trop nombreuses sur l'enfant, notamment des désorganisations, des impacts physiques ou psychologiques, et qu'on a besoin d'apprécier qu'est-ce qui se passe durant la visite, de supporter le parent, notamment soit dans ses compétences parentales ou la création d'un lien sécurisant au niveau de l'attachement avec l'enfant. Fait, moi, dans mes visites actuellement, je dirais que parfois, le motif de supervision, ben, c'est souvent ça, c'est lié au fait que les parents ont une grande instabilité, que ce soit sur le plan résidentiel, donc les parents ne sont pas en mesure de se maintenir dans le temps dans un même lieu. Donc, des changements fréquents, on parle de changements de résidence aux 2 mois. Donc, on ne voudrait pas qu'une visite se déroule au domicile du parent, même supervisée au domicile du parent, étant donné que ça envoie comme message à l'enfant une certaine instabilité, puis que ce n'est pas sécurisant. Ensuite, je dirais aussi que on a des enfants aussi qui craignent de se retrouver seuls avec leurs parents et donc qui ont besoin de la présence d'un intervenant pour se sentir en sécurité. Donc, dans ce contexte-là, on maintient une supervision, mais on essaie aussi de travailler la création d'un lien sécurisant entre le parent et l'enfant dans l'objectif de graduellement lever une supervision. Moi, mon objectif, c'est de toujours lever la supervision. Puis c'est ça que je travaille avec l'enfant puis avec le parent. Puis ça s'inscrit dans un plan d'intervention, puis ça s'inscrit aussi dans un contrat de visite supervisée qu'on va réviser aux 3 mois. Puis je n'ai pas pour objectif de maintenir une supervision qui n'est pas nécessaire. Donc, pour moi, c'est important que le parent puisse mettre en place les moyens qu'on lui propose également. On a des parents avec des vulnérabilités au niveau de la santé mentale. On veut que l'enfant soit aussi préservé de ça durant la visite. Donc, c'est important de s'assurer que le parent est disponible puis qu'il est aussi en état d'assumer sa visite et donc de préserver son enfant de sa problématique de santé mentale ou de toxicomanie, etc. Donc, quand on a des parents qui ont ces problématiques-là et qu'on ne supervise pas les visites parce qu'on sait qu'ils sont capables de préserver leurs enfants de leur fragilité en disant, ben, je ne me sens pas disponible aujourd'hui, je ne serai pas présent à cette visite-là ou ils vont communiquer avec nous. Donc là, on n'a pas d'inquiétude au niveau de la supervision, par exemple. On a des parents qui font des fausses promesses aussi durant les visites, toutes les méthodes éducatives sont complètement inadéquates, donc on doit les soutenir aussi à ce niveau-là. Puis j'ai déjà eu vent que y a des parents qui se sentent beaucoup trop observés. Puis, tu sais, ça peut, comme climat, engendrer des comportements inadéquats, là, si je peux dire ça comme ça. Comment est-ce que vous
vous prenez compte de ce pattern-là qui peut se Je peux pas, développer pendant les visites? je peux pas généraliser ma façon de faire à l'ensemble de mes collègues, dans la mesure où ce que moi je considère que, puis en fonction de mon savoir expérientiel, que des visites supervisées, pour moi, ça doit quand même être le plus possible à tendre vers quelque chose de très normalisant. Parce que ça a des grands impacts chez les enfants. Puis je me rappelle que ça a eu de grands impacts aussi sur moi. Un enfant n'a pas envie qu'une visite se passe dans un bureau fermé, hermétique, entre quatre murs, avec des murs en béton de couleur verte, avec peu de jouets, puis que tout est désuet. D'abord, ça renvoie à l'image que son parent a des problèmes. Ça renvoie à l'image que lui aussi, c'est un enfant en problème. Puis ça vient construire dans son imaginaire beaucoup de choses qui sont insécurisantes. Puis ça vient aussi ternir un peu, puis impacter la relation avec son parent, puis le sentiment d'attachement envers son parent. Donc pour moi, c'est important que les visites se fassent dans des lieux, oui, qui sont neutres, oui, qui sont à l'extérieur du domicile du parent si on ne peut pas le permettre. Donc, de permettre des visites qui sont à travers des activités. Donc, à l'extérieur, dans les parcs, que le parent organise une activité, que ce soit au centre d'achat, dans un restaurant, à Issaute. Il y a plein de manières de faire des activités intéressantes entre un parent et son enfant qui ne sont pas dans nos bureaux. Ça nous demande à nous, comme intervenants, d'être capables de sortir de notre bureau puis de favoriser ce type de visite-là. Puis je pense que aussi, ça nous permet beaucoup plus comme intervenants d'apprécier la qualité de la relation entre l'enfant et son parent, puis de mieux soutenir un parent dans la réponse aux besoins, dans le cadre et la routine et dans ses capacités parentales. Parce qu'on va se le dire, si on considère que la situation évolue positivement et qu'on n'a plus besoin de superviser, on met fin à la supervision. Souvent, bien, soit ça se passe mal ou soit ça se passe super bien parce qu'il y a quoi d'autre à faire que jouer avec le petit jeu dans la salle de visite. T'sais. Moi, je trouve que on a beaucoup plus accès à la vie quotidienne de comment se passe l'intervention du parent auprès de son enfant dans une activité. Emmène un parent et son enfant au centre d'achat, tu vas voir que l'enfant qui veut des choses, il veut un tel jouet, puis ça amène aux parents justement à être capable de mettre son cadre, mettre des limites, se faire respecter. Puis ça peut aussi avoir des réponses de l'enfant qui fait une crise, etc. Fait que je trouve qu'on a beaucoup plus accès à mieux aider un parent puis à voir ce qui se passe vraiment en temps réel. Puis si c'est un parent instable au niveau résidentiel depuis plus de 6 mois, bien moi, je suis tout à fait à l'aise à superviser des visites à domicile. Ça donne vraiment plus accès à l'enfant à un contexte qui est davantage normalisant. Je trouve que le parent puis l'enfant sont beaucoup plus à l'aise parce que moi, je vais me mettre aussi à distance, puis je vais rédiger mes notes. Oui, c'est en effet, ça a des impacts. Je pense que la rédaction de notes en face des parents, ils le soulèvent souvent. Puis moi, j'essaie de leur expliquer que je ne suis pas là à focusser à 100% sur eux puis à rédiger tout ce qu'ils disent. Je suis là en derrière. Je suis là pour les supporter, les soutenir, puis leur porter conseil, puis de m'assurer que l'ensemble de la visite se déroule de façon positive. Je fais aussi des fois d'autres petites choses entre-temps, puis je suis vraiment un regard externe bienveillant. Si c'est au bureau, j'essaie de me mettre dans une salle derrière là, avec un miroir pour justement éviter que ma présence ait des impacts sur la visite, puis sur la relation et la dynamique. Je trouve ça intéressant que tu parles d'avoir un regard bienveillant au lieu de, mettons, un intervenant qui essaie de piéger le parent puis de pogner les feuilles, tu sais. Fait que je trouve ça bien que tu aies cette valeur-là, ce regard-là quand tu fais tes interventions. Puis, comme deuxième milieu, dans le fond, là, c'est ça, tu ne pouvais plus rester là à cause que ton père était dans les environs. Tu as été transféré où comme deuxième milieu? Peut-être juste pour revenir sur la visite supervisée. Oui. Malheureusement, tu sais, je pense que des fois, on ne peut pas mettre toujours supervisé à domicile parce que ça devient aussi insécurisant pour l'enfant. Tu sais, c'est l'image que ça envoie dans sa tête de ben, pourquoi chez mes parents, il y a des enfants qui ont beaucoup, beaucoup d'anxiété, que leur lieu de sécurité, ça devient leur famille d'accueil ou leur famille d'accueil de proximité. Et le fait de faire une visite au domicile du parent, ça peut envoyer déjà une image où chez l'enfant qu'il y a peut-être un retour possible à domicile. T'sais. Donc, des fois, il faut favoriser des milieux neutres qui sont à l'extérieur du domicile, parce qu'il y a des enfants qui sont très, très, très craintifs. En ce qui concerne le fait que par la suite, j'ai été envoyé en foyer de groupe à la Chenette. C'était temporaire. Puis j'y ai resté le temps, je pense, environ 4 mois. Puis je me suis encore bien attachée à cette ressource-là. J'ai vraiment aimé
J'étais avec plein d'enfants. À ce moment-là, j'avais pas la compréhension de qu'est-ce qu'était un foyer de groupe, là. J'avais 4 ans et demi. Moi, j'avais juste l'idée que j'étais avec 15 enfants, puis c'était super cool, là. Fait que par la suite, quand on a trouvé une famille d'accueil, j'ai été transféré là, dans une famille d'accueil avec mon frère biologique. Fait que mon frère biologique me suivit tout au long de mes placements, de mon parcours de placement. Et cette famille d'accueil-là a été ma famille d'accueil jusqu'à ma majorité. Puis est-ce que, ta relation, le fait d'être placé justement avec ton frère, tantôt tu disais que tu avais, plus développé un sentiment un peu de parentifier face à ton frère, donc comment, c'était la relation avec lui et le fait d'être placé avec lui? Malheureusement, ça a été vraiment difficile. Ça a été surtout difficile, je pense, pour mon frère déficient. La relation avec lui aujourd'hui, elle est encore très teintée de notre expérience là, de placement, puis euh, malheureusement, beaucoup à cause de moi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine, mais sur lequel je me sens encore aujourd'hui très impuissant, puis que je pense, même avec, que je suis capable de reconnaître aujourd'hui en raison de mon parcours comme professionnel, puis aux études en travail social, mais que je ne suis pas en mesure de mettre en place des moyens pour corriger cette situation-là, puis le soutenir. Donc, brièvement, là, je vous explique, là, mon frère a été placé avec moi dans ma famille d'accueil jusqu'à majorité, mais je n'ai pas développé ni travaillé ma relation avec lui jusqu'à mes 18 ans. Je l'ai évité. Et donc, je lui ai fait du rejet affectif là, jusqu'à mes 18 ans. Étant donné que je le considérais et que je l'associais comme la cause de mon placement, la problématique liée au fait qu'on est placé, étant donné que je considérais que c'était lui l'enfant qui était difficile en raison de sa déficience, en raison de ses difficultés comportementales, que tout allait bien avant son arrivée. Puis le fait qu'il était déficient, le fait que lui s'associait beaucoup à mon père et à ma mère là, au niveau de la relation, il y avait un lien très fort vis-à-vis eux. Lui a maintenu les contacts avec eux, là, puis encore aujourd'hui, c'est des figures importantes dans sa vie. Moi, tout ça m'amenait à faire beaucoup plus de rejets parce que moi, j'ai tenté de me dissocier de tout ce qui me reliait à ma famille, puis un passé de négligence, puis de vulnérabilité. J'avais envie de me donner comme jeune la chance de pouvoir me déposer dans ma famille d'accueil, puis de mettre une fin à tout ça. Donc, j'ai mis fin à mes contacts avec ma famille également. Puis c'était la même chose avec mon frère. Puis ma mère d'accueil a toujours, et encore aujourd'hui, toujours tenté de travailler cette relation-là entre moi et mon frère. Et je pense qu'elle aussi, c'est qui lui a fait beaucoup, qui a été le plus difficile pour elle. C'est de voir comment je me suis pas investi auprès de mon frère. Puis ça l'inquiète beaucoup aujourd'hui parce que mon frère est aujourd'hui très isolé et vit une situation aussi d'itinérance. Donc, Puis voilà. avec le recul, est-ce que tu juges qu'il aurait été préférable que vous ne soyez pas placés ensemble ou est-ce que c'est quelque chose que tu as demandé aussi au travers de ton placement? J'ai demandé tout au long de mon placement qu'il quitte. Fait que, puis ça a été excessivement difficile pour mes parents d'accueil de l'entendre, d'y donner suite, mais aussi pour mon frère. Puis bien évidemment qu'ils n'ont pas concédé à ce niveau-là, mais c'était violent, je pense, pour eux que je tienne ces propos-là. Mais oui, c'était ma demande tout au long de mon placement, puis je l'ai réitéré souvent. Il a fini par quitter à ses 16 ans. Puis sinon, comme tel, comment tu as été accueilli par ta famille d'accueil? C'est super bien passé. Je pense que pour eux, c'était une nouvelle famille d'accueil. On était, dans le fond, mon père d'accueil avait accueilli l'année d'avant Tania, qui est ma demi-sœur d'accueil, qui était en fait sa nièce, donc qui était comme une famille d'accueil de proximité. Puis par la suite, ils ont décidé d'accueillir moi puis mon frère comme famille d'accueil régulière. Donc, on était les trois pendant plusieurs années. Puis, ils étaient très investis auprès de nous, très sensibles à nos besoins. Ils étaient très informés aussi de notre parcours.
je pense qu'eux ont eu beaucoup plus d'informations. Je ne sais pas si la loi sur la confidentialité était différente là, par le passé, là, mais ils étaient très informés de toutes les problématiques auxquelles on avait été exposés. Ils collaboraient beaucoup avec les services, puis ils communiquaient également avec mes parents. Ils étaient très à l'aise de le faire, d'ailleurs. Et ils étaient très à l'aise aussi de recevoir mon père au besoin pour superviser, tout comme ma mère. Donc, honnêtement, ça a été une famille d'accueil, je dirais, A1. Là. Je trouve qu'ils ont démontré beaucoup d'autonomie, puis qui ont été beaucoup en place aussi de mettre leurs limites vis-à-vis des fois les interventions qui étaient proposées. Mais j'ai été excessivement difficile, alors je leur lève vraiment mon chapeau, parce qu'entre 5 ans et 10 ans, j'étais un enfant complètement désorganisé. J'avais d'ailleurs un trouble d'attachement. Là. Puis clairement, mon attachement, c'était un attachement désorganisé aussi. Puis, je n'ai pas été en mesure de m'attacher à eux à aucun moment, de me référer à eux comme étant mes parents. Je leur ai fait vivre beaucoup de rejets. J'étais excessivement violent. Je pouvais leur courir à la maison avec des couteaux. Je les menaçais de mort aussi quotidiennement. Je leur vidais des produits toxiques dessus. Je crachais sur eux. Je les frappais. Donc, à ce moment-là, c'était encore permis, là, les arrêts d'agir. Là. Donc, je pense que j'avais beaucoup d'arrêts d'agir. Là. C'était des crises assez fréquentes, tout comme en milieu scolaire, là, désorganiser en milieu scolaire, lancer les choses, le bureau. Je ne fonctionnais pas. Là, on avait vraiment besoin de m'apaiser. Donc, j'ai eu quelques épisodes aussi en foyer de groupe, mais ma famille d'accueil a toujours maintenu parce que je pense que mon père était aussi intervenant en CR d'accueil. Puis pour eux, c'était important d'aller au bout jusqu'avec moi, puis de maintenir le fait qu'on n'allait pas me faire vivre un autre changement de famille d'accueil. Puis ça, les intervenants le recommandaient souvent, puis recommandaient le placement en CR. Puis pour mes parents, c'était non. Puis on a fait des tentatives. Là, justement, j'allais dans des familles d'accueil ou en foyer de groupe pendant des petites périodes de temps. Puis mes parents disaient non, on demande, on veut le retour. C'est une pause pour que ça pèse, pour que nous, on s'apaise, mais on veut le maintenir ici. Puis ça m'a permis, en fait, de leur faire plus confiance. Parce que j'étais vraiment dans une dynamique de je sais qu'on va encore m'abandonner puis que je vais changer. Fait que moi, je faisais tout pour juste démontrer, juste pour me donner raison. Fait que je réagissais puis j'attendais de voir qu'est-ce qui allait se passer. À un moment donné, j'ai compris que non, je peux me déposer ici puis ils vont être là pour moi, no matter what, no matter mes problématiques, puis ils vont s'investir avec moi jusqu'à la toute fin. Je les ai sentis vraiment authentiques puis réels dans leur désir de s'investir auprès de moi. Puis ça m'a permis de m'investir. Puis ça m'a permis aussi, à travers les reflets que ma famille d'accueil me faisait en lien avec mes contacts parents, d'être capable de finalement reconnaître que mes contacts avec mon père, ça avait beaucoup d'impact sur moi. Puis ça, je pense que ça a été dommage parce que ça n'a pas été fait par les intervenants. Ça a dû être fait par ma famille d'accueil. Puis je pense qu'aujourd'hui, on ne permettrait pas à une famille d'accueil non plus de faire ce type d'intervention-là auprès d'un enfant. T'sais. Parce qu'il y a clairement, ça peut générer des conflits de loyauté. Là. Mais j'étais dans un conflit de loyauté qui était nourri par mon père. Parce que quand j'allais en visite supervisée, mon père me disait toujours que j'allais revenir chez lui, que ma famille d'accueil, c'était une méchante famille d'accueil, qu'on me faisait du lavage de cerveau, que c'était des pas fins, que je devais les tuer, que je devais être méchant pour revenir. Alors, chaque fois que je revenais, j'étais violent. J'ai tenais responsable de tout. C'était eux les pas fins. Et ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact parce que j'étais jamais capable de me déposer puis de m'investir avec eux. Puis ça, les intervenants, malheureusement, ils n'ont pas. Je pense, je veux pas non plus. Je ne sais pas si on est en mesure de le déceler, mais force est de constater que on n'a jamais remis en question les visites avec mon père puis l'impact que ça pouvait avoir sur mon développement, tant en milieu scolaire que dans mes autres sphères de vie. Puis ça a dû être moi-même comme jeune qui me mette ma limite puis qui dise non. T'sais. Puis pour les troubles de comportement que tu nous parlais, est-ce que tu as eu de l'aide extérieure à la DPJ, des psychothérapies, psychoéducateurs, etc.? Non, à ce moment-là, il n'y avait aucun service qui avait été offert en psychoéducation ni thérapeutique entre, mettons, mes 5-13 ans. Là. Puis, outre des arrêts d'agir, outre des pauses dans d'autres familles d'accueil, il n'y a pas eu aucun service qui a été mis à ma disposition. En 5e année, on devait m'orienter vers une classe TC. Puis ça a été pour moi un effet un peu révélateur là, un constat de
je dois vraiment me recadrer puis me revenir dans le bon chemin. Ouais. Une classe TC, c'est classe pour troubles comportementaux. Oui, exactement. OK, classe spéciale, dans le fond. Une classe spéciale, exactement. L'enjeu avec moi, c'était que j'étais un jeune qui réussissait excessivement bien à l'école. J'étais en réussite dans toutes mes matières, puis je me développais vraiment bien également. Puis si ce n'était pas des crises puis des visites avec mes parents, ça allait super bien dans ma famille d'accueil, outre ça, c'est de façon générale. Donc, c'était difficile de voir qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait. Je pense que si on avait mis fin aux visites très rapidement, ça aurait été beaucoup mieux. Mais je pense que la DPJ faisait face aussi à un père qui n'était pas non plus facile, puis qui voulait demeurer présent, puis qui tenait tout le monde responsable du fait que c'était eux les méchants, puis ce qu'on m'avait enlevé à lui. Fait que non, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit moi-même, avec les reflets des intervenants qui s'assoyaient auprès de moi, qui m'expliquaient, si tu ne prends pas ces décisions-là, malheureusement, tu vas perdre. Soit tu vas te retrouver en CR, soit tu vas aller ailleurs, soit tu vas te retrouver aussi dans une classe spécialisée pour troubles de comportement. Donc, c'est à toi de te mobiliser et de faire les efforts nécessaires. Fait que je réussissais quand même à me remobiliser. Puis je pense que j'étais un jeune à ce moment-là qui était très, très, très à l'écoute des interventions des intervenants. C'était important pour moi de réussir à bien fonctionner. Je trouve ça super intéressant ce que tu t'apportes. Puis, tu sais, je pense que j'ai le goût de profiter du fait que tu sois là aussi pour sensibiliser les gens, les éduquer également sur la question de la protection de la jeunesse, hein, parce que c'est aussi la mission de notre podcast, de permettre aux gens de mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Je sais que toi, tu organises souvent des tutelles dans le cadre de ton travail quand que le dossier, c'est la meilleure décision qui pourrait être prise. Voudrais-tu un peu nous expliquer brièvement un peu les différences au niveau de la responsabilité parentale? Qu'est-ce que c'est la différence entre un jeune qui est placé et que ses parents gardent est toujours responsable de sa garde versus une tutelle ou une adoption, là, où on comprend que le jeune, le parent perd la garde de son enfant parce qu'il s'en va en adoption. Peut-être pourrais-tu nous parler un petit peu là, des différences? Donc, moi, toute ma jeunesse, j'ai voulu bénéficier d'une tutelle, d'ailleurs. Je l'ai demandé souvent à répétition. Malheureusement, ça m'a été refusé. Mon frère a pu en bénéficier. Je ne me rappelle pas les raisons, les motifs pour lesquels précisément. Comme jeune, vite, à partir de, je dirais, la 5e année, 6e année, ce que j'ai remarqué, puis ce qui avait le plus d'impact sur, je dirais, ma relation d'attachement avec ma famille d'accueil, c'était que j'observais beaucoup des inégalités. Ça, c'est ce que vraiment, je dirais, ternit mon parcours en protection de la jeunesse, puis qui a été un peu l'élément de tout mon parcours de mon adolescence. C'est la distinction que j'ai vécue entre être un jeune normal qui vit dans sa famille biologique, VS est un jeune en famille d'accueil. Et ça, je le voyais dans tout. La révision du plan d'intervention, donc un intervenant qui se présente et qui t'envoie l'image que tu es un jeune à problème avec qui on doit travailler des choses alors que ça allait bien. Le fait que j'ai une famille d'accueil et donc qu'on doit se référer à elle comme une famille d'accueil et non pas comme des parents. Le fait que je n'avais pas le droit de me référer à eux comme étant mes parents parce que les intervenants me ramenaient, ils me rappelaient sans cesse que j'étais un jeune de la DPJ, un jeune de l'État et que je pouvais à tout moment changer de famille d'accueil, donc que je ne devais pas m'attacher à eux de cette façon-là ou me référer à eux de cette façon-là. Fait qu'imaginez les impacts que ça pouvait avoir sur moi aussi de me faire dire ça constamment. Le fait que je sentais que c'était pas ma famille d'accueil qui prenait les décisions, alors que c'était eux un peu au-dessus de moi, l'autorité, et donc mes premiers répondants, et que c'était la DPJ, les intervenants qui prenaient les décisions, alors qu'ils ne me connaissaient pas et qui prenaient des décisions cliniques basées sur des situations très spécifiques, qui ne reflétaient pas l'ensemble et le quotidien de mon vécu. Fait que ça, c'était vraiment très, 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 très fâchant. Je pense que ma famille d'accueil a quand même réussi à bien travailler là, à travers tout ça pour quand même me faire ressentir que j'étais dans une famille plus normale. Et moi, j'étais beaucoup avec mes pères adolescents. C'était tous des bonnes fréquentations. J'avais aucune fréquentation à risque. Et c'était des fréquentations qui habitaient aussi dans leur domicile familial biologique. Et
ces domiciles-là se sont beaucoup impliqués auprès de moi, me recevaient également. Et donc, ça aussi, ça faisait en sorte que au niveau des règlements chez mes amis versus les règlements dans ma famille d'accueil, c'était très distinct. Fait que ça m'a amené aussi à remettre beaucoup en question l'autorité. Puis moi, j'étais un jeune avec une analyse critique très, très, très élevée lors de mon adolescence. Je rédigeais beaucoup de lettres dans lesquelles j'expliquais les impacts des conséquences ou des interventions sur mon développement ou sur mon estime de soi. Et par la suite, je remettais la lettre à ma famille d'accueil ou à mon intervenante. Puis je demandais qu'on en discute ensemble. J'étais très, 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 très ouvert à écouter. Mais je voulais qu'on m'écoute également puis qu'on puisse considérer les impacts que les interventions avaient sur mes relations, mon développement dans l'ensemble, etc. Et heureusement, ma famille d'accueil était attentive et était capable de permettre une négociation pour qu'il y ait une certaine cohérence puis une normalité entre ce que moi je vivais puis mes amis vivaient à l'adolescence. Comment ça s'est passé quand tu es tombé dans l'adolescence avec justement tout cet univers-là, autant avec ta famille que les visites supervisées que tu avais, etc. Comment ça s'est passé ta transition adolescente et transition à la vie adulte? L'adolescence, ça s'est super bien déroulé là, de façon générale. Là. Je dirais qu'il y a eu la crise d'adolescence, la crise identitaire sexuelle aussi. Mais d'ordre général, ça a été très positif. Mais j'étais, comme je le mentionnais, j'étais beaucoup un jeune qui était très critique puis qui remettait beaucoup en question l'autorité. Puis ça, c'est la même chose, l'autorité à la maison. Au niveau des sorties, des heures de sortie, des fréquentations, des vérifications qui étaient faites auprès de mes amis, qui étaient faites auprès des parents, etc. Fait que, tout ça me générait là, un sentiment d'injustice profonde, que j'y grimpais souvent dans les rideaux là, par rapport à tout ça. Mais sinon, je dirais que ça a bien été, puis j'ai pu bénéficier là, d'une belle latitude, puis d'une belle confiance de la part de ma famille d'accueil à vivre des expérimentations sociales enrichissantes. Là. Quand tu t'opposais aux règles, est-ce que ton avis était pris en compte en tant qu'adolescent? Est-ce qu'on prenait le temps de t'expliquer pourquoi une règle était comme elle était? Oui, on a vraiment, moi, dans mon parcours, favorisé ma participation à toute décision qui me concernait. Puis je pense que moi, j'étais excessivement aussi mobilisé là, comme jeune. J'avais des questions et ça me prenait des réponses. Et si je n'avais pas des réponses, j'étais en crise. Puis ça, je pense que malheureusement, ces crises-là vont beaucoup aussi être utilisées contre moi puis comme moyen de ne pas donner suite à mes réponses. Donc, des fois, on devait utiliser d'autres moyens pour communiquer. Mais je pense que ça faisait en sorte qu'on prenait le temps de s'asseoir avec moi puis de m'expliquer puis de faire des reflets. Puis on était beaucoup dans la négociation. Puis si on avait besoin de mon intervenante pour être justement un peu la médiatrice là, de ces négociations-là, elle était présente. Mon intervenante venait me rencontrer mensuellement. Elle m'emmenait au restaurant. On faisait des sorties, etc. Et ça, je pense que c'était très, 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 très fondamental. Malheureusement, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'a plus le budget. Là. C'est pas les sorties. Moi, j'avais des sorties rémunérées là, avec mon intervenante là, au restaurant ou à travers des activités qui étaient en lien avec mes centres d'intérêt. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut le faire à nos frais là, comme intervenant. Mais tout ça permettait à mon intervenante d'avoir accès à mon vécu, à ce que je faisais en temps réel. C'était vraiment de la belle intervention informelle qui donnait accès à tellement de choses, mais qui permettait aussi de créer une meilleure relation de confiance entre moi et mon intervenante et qui lui permettait par la suite de faire des interventions des fois plus cadrantes, dans lesquelles j'étais plus en mesure de l'écouter parce que je lui faisais confiance. C'est que j'avais développé justement un sentiment, je dirais, pas juste de confiance, mais du fait qu'elle était aussi là pour m'écouter puis qu'elle était aussi gentille. Puis qu'elle n'était pas juste la méchante intervenante qui voulait tout le temps mettre des limites. Partenariat patient, maintenant, on parle de co-adaptation. Est-ce que tu l'avais entendu, ce terme-là, dans les formations? Ça a été ajouté récemment. OK. C'est ça, c'est autant que toi, mettons, tu es réceptif à ce qu'elle va dire, autant qu'elle est réceptive à ce que tu vas dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a co-adaptation. Mais je pense aussi que ce qui ressort de ce que tu dis est vraiment fondamental, c'est que le premier mouvement, c'est elle qui t'a fait confiance. Puis après ça, ça a fait en sorte que toi, tu lui as fait confiance. Mm-hmm. Tout à fait. Puis ça,
c'est souvent déficient dans les relations avec les jeunes qui ont des troubles de comportement. Le monde, ils prennent ça à l'envers. Ils disent, la journée qu'il va avoir un bon comportement, je vais faire confiance, mais c'est souvent l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux jeunes, malgré les mauvais comportements. Il faut avoir confiance que le jeune a un bon fond, qu'il va vouloir s'adapter à quelque chose de sain un jour, qu'il va avoir un projet de vie qui va émerger, qui va avoir de l'allure. Puis c'est avec cette confiance-là qu'à un moment donné, le jeune va finir par faire confiance à la personne qui essaie de l'aider. Bien, c'est ça, tout à fait. Il faut être capable de donner des opportunités de réussir sans toujours être dans le contrôle. C'est en permettant justement ces opportunités de réussir-là, puis en fournissant cette latitude-là, que le jeune est capable de démontrer en effet que bien, il fonctionne, puis est en mesure aussi on est en mesure de lui faire confiance comme adulte parce qu'il ne se met pas toujours à risque à chaque fois qu'on lui donne une liberté de faire une activité extérieure. Tu sais. Puis non seulement ça, ben, c'est aussi le fait d'être capable de sortir des endroits formels et de l'intervention formelle. Bien, ça permet de favoriser ce lien de confiance-là parce que tu as l'impression que l'intervenante, elle est là pour toi, qu'elle a ton vécu à cœur, puis qu'elle a envie de t'écouter. Versus quand que tu dois aller la rencontrer ou dans son bureau ou que c'est dans un bureau fermé, que là, tu te sens vraiment là, dans une relation d'aide vraiment très formelle, mais aussi très autoritaire, où ce que là, tu dois répondre à ces questions, puis que tu as l'impression qu'il y a comme un agent d'intervention de l'État là, qui est un peu là pour faire la police sur ce que tu fais, puis après, par la suite, prendre des décisions. Fait que moi, le fait que, justement, elle prenait toujours le temps de faire des activités avec moi que j'aimais, bien, je la voyais justement comme une référence, puis quelqu'un qui est là pour m'aider. Même des fois, j'avais l'impression que c'était une amie, alors que ce ne l'était pas. Elle était toujours en intervention, mais ça lui donnait tellement, elle mettait du change là, dans son pot. Fait que quand elle avait à intervenir, bien, c'était tellement plus facilitant pour elle parce que j'étais moins en réaction qu'en opposition. Grâce à ça, elle était en mesure de faire beaucoup plus d'interventions en termes de réduction des méfaits parce qu'elle avait accès à ce que j'étais tellement transparent alors que je ne l'aurais jamais été en intervention formelle. Je n'aurais jamais dit ce que je faisais. Avec elle, j'étais capable de lui dire que chaque fin de semaine, je consommais des psychotropes. Je consommais de l'ecstasy chaque samedi, chaque vendredi. Pourtant, j'étais fonctionnel, ça allait bien dans mon milieu d'accueil, puis j'avais des bons résultats scolaires. Pas sûr qu'on aurait les mêmes interventions aujourd'hui auprès d'un jeune qui fait ça, tu sais. Puis c'était une intervenante de la DPJ, là. Elle était très au courant, puis elle avait fait le pool des inconvénients puis du risque. Puis ce qu'elle faisait, c'était des interventions en réduction des méfaits, puis elle m'informait sur les impacts que ça pouvait avoir. Mais elle n'était pas cadrante, puis elle ne m'empêchait pas de sortir la fin de semaine. Puis ça, m'empêcher de sortir la fin de semaine, ça aurait eu bien plus d'impact, bien plus de réaction de ma part, tu sais. Mais aussi, je pense que les risques avec le fameux fentanyl qui est arrivé dans à peu près toutes les drogues, là, même le pot, là, j'ai vu cette semaine, il y avait du pot contaminé au fentanyl. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, les risques sont probablement pas les mêmes, ce qui entraînait une intervention différente. Mais je me questionnais à savoir, quand tu étais adolescent, c'était quoi ton projet de vie? Je ne pense pas que c'était aussi clair que ça, là, mon projet de vie à l'adolescence. Je ne pense pas qu'on a pris le temps de s'asseoir pour discuter d'un projet de vie quand j'étais adolescent. OK. Fait que tu n'avais pas de carrière en vue, tu ne voulais pas aller au cégep nécessairement. Bien, je pense que nous, ce que je travaillais là, avec mon intervenante, c'était vraiment le respect du cadre de d'autorité, puis de bien réussir mon secondaire. C'était très axé sur ma performance scolaire, puis sur le respect des consignes et de l'autorité. Parce que dès qu'on me disait non, là, je virais fou. Fait que c'est ça. Puis moi, c'était check-moi bien, puis check-moi à la porte. Puis je sortais par ma fenêtre, puis je partais voir mes amis. Puis moi, je rentrais à 3 heures du matin les fins de semaine. Ouf, je découchais pour la fin de semaine complète. C'était tout le temps ça. Mais vous savez quoi? Tant mieux, tu sais, comme tant mieux que mon intervenante, elle me baquait, puis tant mieux qu'elle était capable de m'écouter, puis que je pouvais l'appeler pour lui dire où ce que j'étais, puis qu'elle me faisait confiance, puis qu'elle était capable de se dire, sais quoi? Il y a des filets de protection auprès de ce jeune-là. Il est transparent avec nous. On a accès. On lui permet de vivre des erreurs, puis, de tomber. Mais au moins, on est là. Il y a des adultes responsables, bienveillants qui sont quand même là pour reprendre les situations. Fait que
Ça, pour moi, c'est tellement important parce que nos jeunes, actuellement, on ne leur permet pas de vivre ces erreurs-là ou ce risque-là, alors qu'il y a des adultes avec eux qui sont là pour le reprendre par la suite. Puis on leur manque des opportunités de justement de mieux se construire au niveau de l'identité, puis de créer des relations aussi avec les parents. Le danger, par exemple, c'est que, comme là, aujourd'hui, on le sait, les drogues qu'on retrouve dans la rue, tu peux en prendre juste une qui est contaminée, puis tu fais une overdose qui peut être soit très handicapante ou fatale. Mais il y a aussi un autre risque de que la substance devienne ton projet de vie. Tu sais, moi, personnellement, j'ai vécu ça en tombant accro aux potes. Puis, tu sais, je suis tombée là, tête première là-dedans. Moi, j'avais fait un gros traitement intensif quand j'avais à peu près 18 ans. J'avais déjà eu une période de vers 14-15 ans où je foxais puis je fumais beaucoup. Mais c'est quand j'ai fait mon traitement, quand ça a cessé, puis que là, je pouvais faire le party en masse, là, ben, c'est là que les projets de vie sont devenus la drogue et l'alcool. Fait que, tu sais, c'est comme un peu pour laisser le jeune expérimenter, mais en même temps, savoir qu'il y a aussi ce risque-là, qu'il y a des cerveaux qui, biologiquement, ils peuvent créer facilement des dépendances à un paquet de substances. Là. Fait que c'est cet enjeu-là aussi qu'il faut comme compter dans la balance puis faire en sorte que le jeune ne se scrape pas la vie non plus. Là. Mais je pense que c'est en fait, c'est le gros dilemme éthique là, à la DPJ en soi, là, dans nos interventions en protection, puis ça, c'est aussi auprès de d'autres populations. Là, c'est vraiment l'autonomie, liberté, développement, VS, sécurité, protection, qui sont toujours un peu soit en contradiction ou en opposition. Puis là, c'est de savoir, c'est quoi comme nous, comme DPJ, comme intervenants, comme famille d'accueil, comme parents. C'est aussi ça qu'on vit là, comme parents. C'est quoi notre degré, notre capacité à gérer le risque, puis à te composer avec les deux. Il ne faut certainement pas non plus se déresponsabiliser de notre rôle parental. C'est important qu'il y ait un cadre, qu'il y ait une surveillance, qu'il y ait de l'information, de la sensibilisation. Mais c'est aussi être capable de savoir, est-ce qu'actuellement, comme parent, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux, que mon jeune probablement aille à un party, là, puis consomme. Mais si je l'empêche, est-ce que ça va avoir plus d'impact ou moins d'impact? Puis actuellement, mon jeune qui est transparent puis qui me le dit, puis que ça n'a pas d'impact parce que je suis capable de mesurer que le lundi matin, j'étais à l'école, j'étais pas en retard, ma routine du matin, je la faisais, j'étais dans les moyennes scolaires, je rentrais aux heures demandées de façon générale. On me permettait les fins de semaine de ne pas rentrer, d'aller chez mes amis mais ça n'en avait pas d'impact. Je pense que si ça en avait eu, puis qu'on observait que j'étais moins disponible aux apprentissages, que j'étais beaucoup plus arrogant chez ma famille d'accueil, là, on aurait pu se poser des questions, puis faire des liens, puis dire, hey, nous, on a des clignotants rouges qui nous allument. Mais je pense que si ça fonctionne bien, puis que c'est récréatif, il y a tout le temps le pôle de balance inconvénient. Je pense que c'est ça. L'important, c'est de demeurer toujours diligent, vigilant, mais de jamais appliquer la même recette à chaque enfant. C'est la même chose, je pense, comme parent puis comme intervenant en protection. On est tous des individus différents avec un parcours différent. Donc, les interventions doivent être vraiment en fonction de la personne. Puis, on ne doit pas prendre pour acquis que A est égal juste amène à Z à chaque fois. Si je compare à mon époque, là, parce que moi, j'ai 33 maintenant. Fait que, tu sais, à mon époque, c'était plus l'abstinence complète de drogue qui était prônée, tu sais. Puis maintenant, on est plus dans une approche, comme tu disais, de réduction des méfaits. Donc, c'est beaucoup plus dans l'éducation, la sensibilisation, la prévention. Mais clairement, en protection de la jeunesse, il y a tous les enjeux de gestion de risque. Puis, comme Maggie, tu le disais, là, clairement, il y a des drogues nouvelles qui viennent aussi. On le voit aussi au niveau juste des médicaments. Là, je veux dire, on pourrait en parler très longuement aussi. Comment l'effet de médicamenter les enfants peut contribuer aussi à des problèmes de toxicomanie par la suite. Et puis, comment les jeunes utilisent aussi, par exemple, le Xanax, qui est vraiment rendu très populaire auprès d'eux. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont importants, qui sont peut-être
pas assez étudié en protection de la jeunesse, notamment, mais il y a bien du chemin à faire Parce que encore. peu importe ce qu'on prend comme décision, malheureusement, ça va avoir des impacts. Je pense que le dilemme éthique fait en sorte que il y a toujours, peu importe la décision qu'on va prendre, bien, ça va aller brimer sur quelque chose. Ça ne sera jamais 100% parfait parce que sinon, on ne serait pas dans un dilemme. Puis il y a aussi, tu sais, tout le contexte est changeant en ce moment, là, un jeune qui est en crise puis qui a besoin de services vraiment plus santé mentale, psychiatrie, l'accès aux services n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ce volet-là qui est changeant. Puis que, mettons que tu as un jeune, là, tu le sais, là, qui a des problèmes de toxicomanie. Et mettons qu'à un moment donné, il commence à avoir des lumières qui allument, que le jeune est plus fonctionnel puis que tu veux avoir de l'aide. Bien là, ça va être plus difficile là, parce que là, c'est rendu le parcours du combattant pour essayer d'obtenir de l'aide pour les jeunes. Oui. J'ai déjà entendu parler là, des jeunes en épisode psychotique qui se faisaient barouetter d'un hôpital à l'autre là, pour se faire interner, qu'il faut aller 3, 4 puis 5 fois. Puis, dans le fond, je voulais te demander aussi, toi, quand le 18 ans est arrivé, comment ça s'est passé avec la fin des services de la DPJ? Oui, ça, je suis un peu plus amer, mettons. Dans le fond, c'est ça. Il faut savoir que moi, j'ai été chanceux. J'ai eu une intervenante qui était jeune, puis ça a été la même toute mon adolescence. Fait que ça, là, je pense que ça a été un déterminant tellement important, mais un facteur de protection aussi non négligeable dans la bonne réussite, je dirais, de mon adolescence et de ma transition à la vie adulte. Notamment parce que, étant donné que c'était une jeune intervenante, j'ai réussi à y faire confiance facilement. J'étais capable aussi de me référer en elle. Puis je pense aussi qu'elle, inversement aussi, tu sais, quand on parle de problématiques de consommation, des heures de sortie, des fréquentations, le fait que je voulais aller à des parties, que j'étais quelqu'un de très, 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 très social. Elle n'était pas très plus âgée que moi. Là. Je pense qu'elle avait 21 ans là, quand j'en avais 16 ans. Fait que, je pense qu'on n'est pas loin du même vécu. Puis ça lui permettait, je pense, d'avoir un regard qui était très différent d'une intervenante qui aurait été plus âgée. Et donc, je pense qu'au niveau de la gestion aussi du risque et des problématiques, l'appréciation de l'intervention aurait été très différente. Je pense que j'aurais répondu beaucoup moins bien à une intervenante qui était plus âgée. Mais voilà, à 17 ans et demi, j'étais en réaction. Mon père d'accueil m'avait enlevé mon cellulaire. Puis là, il faut savoir que ça allait quand même très mal avec mon père d'accueil depuis environ, je dirais, 1 an. Puis depuis 3 mois, il n'était plus investi auprès de moi, dans la mesure où il m'ignorait complètement. Il ne me répondait pas là, à mes réponses, à mes demandes, n'assumait aucune responsabilité en ce qui me concerne. Ça, j'ai trouvé ça excessivement fâchant, blessant. J'en ai voulu à ma famille d'accueil, j'en ai voulu à la DPJ parce que c'est complètement intolérable et inacceptable qu'un jeune placé vive du rejet affectif de sa propre famille d'accueil. C'est des mauvais traitements psychologiques. Je n'ai pas été protégé ni préservé de ça. J'étais aussi dans ma crise d'adolescence, dans ma quête identitaire, comme je le rappelais tantôt. Je devais conjuguer avec mon orientation sexuelle. J'étais en train de me découvrir comme jeune homosexuel. Je vivais de l'intimidation au milieu scolaire. J'avais pas de repères sécures par rapport à ça. Quand j'ai été chercher de l'aide auprès de la direction, on m'a dit que j'étais gay et que j'ai choisi de vivre de l'enfer puis de la violence de la part des autres jeunes. Alors, imaginez, je n'étais même pas protégé par mon institution scolaire. J'étais absent de tous mes cours d'éducation physique pour me protéger. Et on me fait subir sur mes résultats scolaires mon absence et on me considérait comme un jeune qui foxait plutôt que d'être capable de centrer ça sur le fait que je me sentais à risque et puis que je vivais de la violence psychologique et physique, d'ailleurs, de la part de d'autres jeunes. Et donc, que c'était dans mon intérêt de manquer ces cours-là, puis qu'on ne m'a pas proposé d'autres façons de faire, d'autres alternatives pour reprendre ces crédits-là. Fait que tout ça, ça a fait en sorte, puis je suis tombé aussi j'avais quand même un bon réseau d'amis, malheureusement, qui ont su me protéger puis me soutenir. Donc, mes amis, c'était mon pôle de sécurité, mes références.
Et donc, je me retrouvais beaucoup avec eux les soirs de semaine et les fins de semaine, qui étaient encore, je me rappelle, des bonnes fréquentations. Et leurs parents aussi étaient très impliqués auprès de moi et ça m'a beaucoup aidé. Je suis tombé aussi en amour avec mon meilleur ami hétéro. Donc, ça a eu beaucoup d'impact sur notre relation entre moi et lui. Et j'ai souffert d'idéation suicidaire et je dirais, je me sentais en dépression là, par le fait que j'étais en amour avec lui et qu'on ne pouvait pas aller de l'avant dans cette relation-là. J'en ai beaucoup, beaucoup souffert. Puis on était à un moment de l'adolescence où on expérimente des choses. Fait que je pense que de part et d'autre, il me laissait aussi quand même des messages, je dirais, flous par rapport à notre relation. Fait que, bref, j'étais très, 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 je dirais, fragile à un certain moment, puis très réactif. Et ma mère est partie 2 semaines en vacances et elle m'avait demandé d'être gentille avec mon père d'accueil, parce qu'elle craignait que justement ça soit plus difficile. Je pense que la journée même ou la journée d'après, il m'avait retiré mon cellulaire. Puis moi, mon père, il faut savoir qu'il venait du milieu de la réadaptation là, en CR, puis ses approches ne fonctionnaient nullement avec moi depuis toujours. Là. C'était ma mère qui intervenait avec moi parce qu'elle était dans l'écoute. Elle était plus avec les gants blancs, dans la négociation. Mon père, c'est ça, tu t'en vas là, tu t'en vas là. Et c'est lui qui a toujours fait les arrêts d'agir quand j'étais jeune. Alors, il représentait quand même une forme de violence pour moi. Fait que j'ai encore eu plus de difficultés à connecter avec lui. J'étais très, 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 très tissé fort avec ma mère, tandis qu'avec mon père, ça n'a pas été ça. Donc, le respect envers lui, j'en avais pas. Puis c'est vrai que je le respectais pas parce que je trouvais pas qu'il avait gagné le respect, puis je trouvais pas qu'il me respectait non plus. Alors, je trouvais qu'il y avait des interventions qui mettaient en place qui avaient pour objectif de me faire péter. Puis je pense que ça, il l'a reconnu aujourd'hui. Parce que lui, son désir, c'était que la famille d'accueil ferme parce qu'il voulait aller à la retraite. Il a fait partir mon frère, il a fait partir une autre jeune. Et ça faisait son affaire que je quitte aussi. T'sais. Donc, je pense qu'il a mis, moi, mon interprétation de la situation, c'est qu'il a comme allumé le feu pour que. Fait qu'il m'enlève mon sel et qu'est-ce que je fais? J'ai ma musique dans ma chambre, mon système de son, et je mets la musique tellement forte, c'est le party. Fait que je fais le party dans ma chambre, puis fait que là, il décide qu'il va en bas et il défonce ma porte. Et là, en défonçant ma porte, ben, puis il me rentre dedans. Là. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça. Ben, c'était une réaction qui était d'abord une méthode éducative complètement inadéquate. C'était de la violence physique de sa part. Et j'ai réagi, je me suis défendu et moi aussi, je suis devenu violent et je me suis complètement désorganisé. Puis je pense que j'ai éjecté toute la souffrance de notre relation que j'avais vécue avec lui dans les dernières années en violence et je me suis mis à lancer les choses. Il y a eu une intervention policière. Puis je me suis vraiment perdu là-dedans. Là. Puis là, la police m'a apaisé, on a quitté et on est allé me porter chez mon oncle biologique avec lequel j'avais des contacts à peu près une fin de semaine sur 2. C'est une personne super positive et significative pour moi. Donc, on est allé me porter. J'avais passé quelques heures en détention. Là. Ça m'avait vraiment fait peur. Fait que je m'étais apaisé. Après, on est allé me porter. Ça m'a refroidi. Puis, j'ai passé la fin de semaine là et c'est mon intervenante le lundi qui est venue me chercher. Et là, elle m'a annoncé que j'allais aller dans une autre famille d'accueil. J'étais pas très étonné, on va se le dire. Là, je me doutais que j'allais pas revenir là avec ce que j'avais fait. Puis ça s'inscrivait aussi quand même dans des antécédents où on m'avait dit que c'était là la limite à un moment donné que j'avais pas à dépasser. T'sais. Fait que mon intervenante vient me chercher, puis il me dit, tu t'en vas dans une autre famille d'accueil. Et moi, je dis non. Non, c'est pas vrai que je vais aller dans une autre famille d'accueil. Je vais aller vivre chez mon oncle. Mon intervenante me dit, ben ça fonctionne pas comme ça. Ça peut être ton projet de vie. On peut tendre vers là, mais malheureusement, en attendant, tu vas aller te vivre dans une autre ressource. Puis moi, je dis non. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis, je vais vivre beaucoup, beaucoup d'impact d'un changement de ressources, de famille d'accueil. D'abord parce que je vais me retrouver dans une famille d'accueil avec qui j'ai aucun lien, que je ne connais pas, avec d'autres jeunes. Puis moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté justement à créer des fois des liens avec d'autres jeunes. C'était pas sécurisant pour moi, c'était vraiment insécurisant. J'avais envie d'être chez mon oncle ou chez des amis qui sont déjà super impliqués auprès de moi, qui ont tous levé la main pour me prendre, qui étaient tous déjà au fait que j'allais pas tant bien, qu'il y avait une situation qui pouvait se passer là,
Puis sa réponse a été que ça a été non, puis que on allait revoir ça dans quelques mois, puis que ça allait être un projet qu'on allait travailler. Mais sa réponse, en fait, immédiate, ça a été on ne va pas te donner une récompense et te donner ce que tu veux parce que tu es responsable de tes mauvais comportements. Avec ça, elle m'a perdu. Elle m'a perdu parce qu'elle n'a pas été capable d'entendre la souffrance que j'avais, les raisons et les motifs qui m'ont mené à ça. Je n'ai pas été l'impression qu'on m'a cru, qu'on m'a entendu dans ce que j'ai vécu et qu'on était vraiment dans une intervention coercitive au lieu de... On a plutôt jugé ton comportement plutôt que d'essayer de le comprendre, d'où ça venait et tout. Donc, je comprends. Exactement. Exactement. Puis ça le fait que, en me faisant dire ça, j'ai eu une réaction suicidaire. Mais j'ai aussi, tu sais, de la manière que tu en parles, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une dynamique super malsaine qui était latente entre toi et ton père de famille d'accueil, puis que ta mère, c'était comme le buffer entre les deux. Exactement. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là inconscient, un peu caché, un peu subversif, que ça devait être difficile pour les intervenants de comprendre ça, mais aussi de toi, le verbaliser à cette époque-là. Là. Mais je pense que ce qui est dommage, puis ce qui est fâchant puis préoccupant, c'est que les intervenants n'ont jamais été préoccupés par ça puis qu'il n'y a pas eu d'intervention à ce niveau-là. J'étais un jeune mineur qui habitait dans une famille d'accueil qui doit rendre des services. Et cette famille d'accueil-là doit rendre des services de qualité et répondre à leurs devoirs comme famille d'accueil. Et ça, monsieur est inclus là-dedans. Et il ne peut pas faire vivre ce rejet affectif-là et cette violence-là sans qu'il y ait des interventions de la DPJ là, auprès de lui. Il aurait dû se faire rencontrer, puis ça aurait dû être beaucoup plus cadrant et structurant auprès de lui. Il aurait dû avoir un écart. Puis je ne sais pas s'il y en a eu, ça je peux pas. Je pense que pour avoir discuté avec eux, ça ne semble pas avoir été le cas. Fait que pour moi, ça aussi, ça me renvoyait à une certaine forme d'alliance entre la DPJ, l'intervenante, puis la famille, de me dire, est-ce que finalement, je suis protégé? Puis est-ce qu'on a vraiment mon intérêt à cœur? T'sais? Et quand que tout ça est arrivé, puis ça a été. Le lien de confiance entre moi et mon intervenante a été complètement brisé. J'ai tenté de. C'est ça, je me suis coupé le bras. Elle me reconduit à l'hôpital. La psychiatre me rencontrait, la pédopsychiatre. Puis elle a demandé à mon intervenante de quitter pour pouvoir justement m'écouter. Parce que j'ai essayé d'y expliquer là, ce que je vivais, puis le fait qu'on voulait me déplacer, puis qu'on voulait pas, puis que ça allait bien dans toutes mes sphères de vie. Écoutez, ça, c'est arrivé là, pendant, j'étais en secondaire 5 en période d'examen pour mon inscription au cégep, à laquelle j'étais déjà inscrit puis admis. Là. Fait que j'ai manqué mes examens. Fait que, tout ça, là, mon parcours scolaire qui n'a pas été tenu en compte dans ma transition, etc., là, les impacts que tout ça, ça a pu avoir. Parce qu'on voulait tenir mordicus le maudit bout que comme DPJ, c'est nous qui avons raison, puis on va te corriger, puis on va te faire ce qu'on veut. Fait que la psychiatre, elle a dit, on va vous demander de sortir parce que le jeune a 14 ans, puis il a le droit de consentir à ce que vous soyez présente ou non, et il ne le veut pas. Et mon intervenante, elle a porté plainte, et elle m'a même dit qu'elle et le DPJ allaient porter plainte contre la psychiatre. Parce que justement, ils se sont sentis exclus. Et que la psychiatre n'aurait jamais dû faire ça. Puis là, ils ont essayé, ils se sont assis pour me dire là, que la psychiatre avait mal agi, qu'elle n'a pas agi avec professionnalisme. C'est la première fois que je m'avais senti écoutée par une professionnelle externe et qui me dit, elle m'a vraiment mobilisée, elle me dit, j'envoie des jeunes comme toi qui viennent dans mon bureau tout le temps en crise suicidaire, puis c'est souvent lié aux mêmes situations que toi. Elle était très, très, très anti-DPJ. Elle me l'a laissé savoir. Anti-intervenant aussi. Fait que, tu sais, je sais que ça, c'était pas très neutre, puis c'était biaisé, puis c'était peut-être pas ce qu'il y a de plus aidant. Mais c'était aidant pour moi de le faire dire à ce moment-là que c'était eux qui n'avaient pas raison. Fait que, mais tu sais, elle me dit, malheureusement, j'ai pas de pouvoir, tu sais, sur ta situation. Ce que je peux faire, c'est de te garder 3 jours ici, ou sinon, tu quittes et tu s'en vas au centre de réadaptation. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, je crois en toi, tu es capable, tu t'en vas au cégep, puis la transition à la vie adulte, elle arrive bientôt. Puis elle m'a parlé de son parcours à elle, du fait que dans la vie, elle avait de la difficulté avec l'autorité. Elle a commencé infirmière,
n'était pas d'accord de se faire donner des ordres, elle est devenue médecin, elle n'était pas encore d'accord de se faire donner des ordres, elle est devenue psychiatre, puis elle s'est encore spécialisée, puis elle s'est dit, à un moment donné, je suis arrivé au bout, puis il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Fait que c'est ça, fait que finalement, c'est ça, la psychiatre, ça m'a été super aidant. Mais j'ai été mis en CR pendant 3 jours, puis là, les éducateurs se sont bien rendus compte que c'était du gros n'importe quoi, que je n'avais pas d'affaires là. Et j'ai dû finalement aller dans une autre famille d'accueil. Et pendant 3 mois, j'ai été dans une autre famille d'accueil. Et finalement, pendant ces 3 mois-là, ben, les parents de ma meilleure amie faisaient les démarches avec la DPJ pour pouvoir être les tuteurs. Et j'ai réussi à aller vivre chez ma meilleure amie jusqu'à mes 18 ans. Donc, pour une période de 6 mois. Mais c'est sûr que par la suite, j'ai resté avec eux. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir continuer à avoir ces personnes-là impliquées auprès de moi. J'ai aussi retravaillé avec ma famille d'accueil qui sont demeurées aussi impliquées auprès de moi et qui le sont encore aujourd'hui. Mais la DPJ, elle a quitté à 18 ans, puis je n'ai pas reçu aucun service, aucun soutien psychosocial ou financier, ni été informé sur quoi que ce soit, étant donné qu'il avait déjà mis fin aux mesures de protection avant ma majorité. Donc, tu n'as pas eu le droit à PQJ non plus, toi? Il n'y a personne qui t'a informé de ça parce que souvent, c'est les jeunes DCR qui sont plus ciblés pour ces programmes-là. Tout à fait. Tu aurais été quelqu'un qui aurait rentré dans les critères techniquement, mais probablement. pas proposé. Étant donné que je pense que j'avais été confiée à les parents de mes amis, je pense qu'on avait apprécié à ce moment-là que j'avais quand même des filets de protection et un environnement social qui était présent pour me soutenir. Mais c'est sûr que ce n'était pas suffisant. Là, à un moment donné, j'ai dû quitter aussi ce milieu-là parce que bon, j'avais des aspirations collégiales. Fait que je suis allé à Montréal, mais à Montréal, je me suis retrouvé sans rien, là, sans support, sans soutien, seul. Donc, voilà. As-tu fait affaire avec les Auberges du Cœur à Montréal? Non. Donc, j'ai eu la chance de me mettre en couple, puis d'être en relation. Et donc, finalement, mon conjoint, mon chum, qui est aujourd'hui mon conjoint, avait son appartement. Donc, ça m'a aidé justement dans ma stabilité, puis ça m'a permis de réaliser mes études collégiales et universitaires sans vivre de l'instabilité ou des situations d'itinérance. Puis moi, j'aimerais savoir si je te donnais une lampe magique avec 3 souhaits, que tu pourrais changer quelque chose dans le futur, que ce soit pour toi ou pour d'autres jeunes, qu'est-ce que ça serait tes 3 souhaits? Moi, c'est sûr qu'un de mes plus grands souhaits, c'est le soutien financier à la suite de la majorité, notamment par l'aide financière là, aux études aussi, que ce soit des bourses là, de façon indéterminée. Là. Soutien financier tant au niveau du logement que scolaire pour favoriser la stabilité puis résidentielle, puis permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel ou leurs aspirations là, en termes académiques. Ça, c'est un de mes plus grands souhaits. Mon deuxième plus grand souhait, c'est la fin des centres de réadaptation. Donc, d'avoir accès à des milieux de vie normalisants pour l'ensemble des jeunes qui sont dans la communauté, qui sont ouverts et qui permettent justement aux jeunes de vivre des expériences dans leur communauté, avec les pairs, avec les centres communautaires, à travers des activités parascolaires, etc. Donc, tout ce qui peut être le plus normalisant possible. Puis, je dirais que mon troisième plus grand souhait, c'est d'avoir des intervenants qui sont justement capables d'avoir des processus réflexifs, je dirais, beaucoup plus approfondis, puis qui sont capables de remettre aussi en question les codes, les valeurs et les normes de l'institution. Fait que devenir des agents sociaux potentiels qui ont la capacité d'influencer la culture du système. Oui, tout à fait. Puis qui sont capables aussi de mettre leurs limites puis de se centrer sur leurs jeunes de suivi lorsque nécessaire et non pas sur suivre les demandes toujours institutionnelles là, qu'on attend d'eux. Donc, d'être capable de remettre en question aussi, là, des fois, que les façons de fonctionner ont aussi des impacts puis sont aussi parfois violentes vis-à-vis de nos jeunes. Ça, c'est d'avoir justement des intervenants beaucoup plus humains qui sont beaucoup plus dans l'advocacy puis la défense des droits des jeunes qui suivent plutôt que dans des interventions, plutôt que d'être des agents de contrôle de l'État.
On pourrait continuer là-dessus, mais clairement aussi de leur offrir des conditions qui sont adéquates également, puis qui leur permettent d'avoir aussi de diminuer leur stress, hein, parce que le stress qu'ils vivent en milieu de travail a aussi des impacts sur les décisions qu'ils prennent, puis Ah, tout à fait. Là, les interventions. Je pense qu'en effet, c'est ça, tout à fait. Comme tu le mentionnes, là, les tâches administratives, la lourdeur, puis le fait qu'on est constamment dans des situations stressantes, puis à éteindre des feux ne nous permet pas de mettre en place les interventions là, requises là, par nos jeunes, là, c'est certain. Puis en terminant, si tu avais un message à adresser à un jeune placé, tu lui dirais quoi? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, là. Mais je lui dirais de ne pas lâcher parce que je pense que l'important, c'est d'être capable de se projeter dans l'avenir. Puis dès qu'on se donne un but, un objectif, je pense qu'on est capable de l'atteindre. Il faut juste y croire, puis être capable d'aller chercher les ressources pour nous supporter là-dedans. Puis de faire le plus confiance aux personnes qui sont autour de nous. Je pense que fondamentalement, même si ça ne correspond pas toujours à nos attentes puis à ce qu'on désire, chaque adulte qui est là auprès de nous ont pour objectif quand même de nous soutenir et de nous supporter à leur manière. Ça, c'est vraiment drôle parce qu'on dirait que ça lâche des pètes à chaque fois. Oui, c'est ça, je me disais. Fait que c'est ça, donc c'est des personnes importantes qui ont notre bonheur à cœur, notre bon développement à cœur malgré tout, et donc de ne pas les écarter. Fait que je dirais que ça serait ça. C'est bon. Excellent! Excellente fin de podcast. Super. Je laisse là-dessus. Ben oui, on te voit que tu es bien occupé. On va te laisser tes notifications. Là. Allez au film. Fait que bonne continuité. Merci. Bon, Jim, merci de ta participation, puis prends soin de toi.